Marinero, The Sick Podcast, on parle du CF Montréal ce jeudi, le 15 mai, avec mon collègue Kevin Nieto qui va être à l'analyse. Kevin va être avec moi dans juste 2 petites minutes. Mais avant tout ça, le Sick Podcast commencé par Energy Transport, un fournisseur de services logistiques complets de premier plan couvrant l'ensemble de l'Amérique du Nord, déterminé à être différent. Aussi, commandité par le Playground. Découvrez un monde de luxe au Playground. Explorer l'agrandissement de 30 000 pieds carrés avec des jeux palpitants, des repas gastronomiques, et du divertissement en direct situé juste après le Pont-Mercier, à quelques minutes du centre-ville de Montréal. Playground, faites l'expérience de la strip sans le voyage et, en terminant, commandité par l'Habit TB qui ont lancé leur nouvelle Ultra Lager, un bière rafraîchissante parfaite pour les belles journées du printemps, avec seulement 90 calories, 2 grammes de glucides et 4 de VAB par canette. Disponible en emballage de 6 et 12 dans les épiceries à travers la province de Québec. Ultra légère, ultra rafraîchissante. Kevin Nieto, comment vas-tu? Écoute, Tony, ça va et toi? Ça va très bien, merci. On s'est vu au stade hier. Tu es beaucoup plus beau en personne. Toi aussi. Ah, merci beaucoup. C'était le fun de te voir au stade hier soir contre un adversaire redoutable, évidemment. Le crew de Columbus, que depuis quelques saisons, depuis l'arrivée de Wilfred Nancy à la barre de cette équipe-là, sont vraiment un des puissances dans la ligue. Ça n'a pas été le meilleur match du crew hier soir. Je pense que ça a été un bon premier demi du CF Montréal, mais avec une domination du crew dans le deuxième demi. On va parler de tout ça, mais avant ça, on regarde la 11 partant du CF Montréal et les joueurs sur le banc. Sirois dans les buts. Waterman, Neal comme défenseur central. Bougaï, Petrasso, Saliba, puis Lottery, juste avant la défense. Clark avec Sealy, Herbers et Owusu en haut. Ça, le score, c'est comme un 4-2-3-1. Moi, je l'ai vu plutôt comme un 4-4-2 hier parce que je voyais Clark comme deuxième attaquant avec Owusu, mais quand même, on va en parler. Les joueurs qui étaient sur le banc hier, il y avait Piet qui est rentré à 56e minute pour Luca Petrasso. Vrioni, Breza, Pierce qui est rentré à 46e pour Herbers. Opoku, Craig qui est rentré à 72e pour Saliba. Alvarez, Graham Roach qui est rentré à 88e pour Clark. Et Gouboglou qui est aussi rentré à 88e pour Sealy. Donc, intéressant. Vrioni n'a pas joué. Opoku n'a pas joué. Alvarez n'a pas joué. Et Senouzi Ibrahim et Jules-Anthony Vilsain n'étaient même pas sur le banc. Donc, on parle de ce match-là. Qu'est-ce que tu as pensé du 11 partant, Kevin? 11 partant avec un petit peu de changement finalement, mais on le disait, Tony, il va y avoir plusieurs matchs en quelques jours puisqu'on rejoue samedi, puis on rejoue encore la semaine prochaine en semaine contre Forge et ensuite encore contre Los Angeles. Donc, des matchs importants. Columbus aussi avait fait tourner, donc je pense que c'était aussi l'occasion. Tu l'as dit, alors finalement, moi je pense que c'est ni vraiment un 4-2-3-1, ni vraiment un 4-4-2. Ça se rapproche d'un 4-4-2 selon les phases. Mais ce qui était intéressant hier, et c'est ce dont on va parler, c'est ce que j'ai regardé à nouveau, parce que j'ai regardé le match quand je suis rentré hier soir une deuxième fois. En première période, il y avait une véritable importance avec le rôle de Herbert qui venait vraiment densifier l'intérieur du jeu. Et c'est quelque chose qu'on a un peu perdu au début de la seconde période. Petrasso a fait ça, on va le voir. Et après, quand Piet est rentré, en fait, on a eu beaucoup de mal parce que c'est Lottouri qui a dû le faire et qui ne l'a pas fait. Donc, il y a eu vraiment plusieurs phases qui expliquent qu'en première période, c'était très intéressant, du moins tactiquement, parce que c'était pas un grand match offensif pour Montréal, mais tactiquement, c'était intéressant. Et puis, en seconde période, ça a été beaucoup moins bien et on se retrouve avec un point chanceux, heureux, on va dire. Oui, s'il y a quelque chose que Columbus fait très bien, c'est de casser les lignes et c'est justement une des choses que Montréal ont essayé d'empêcher hier. Même là, moi, je les ai vus très alertes. Montréal hier, qui était premier sur le ballon en première demi, ils anticipaient déjà qu'est-ce que Columbus allait faire, puis ils ont bloqué beaucoup des passes entre les lignes. Ils ont fait vraiment du très bon boulot. On regarde les premiers 2 clips que tu as préparés pour nous.
Oui, Clip 1 puis clip 2. voilà, les premiers clips, on est vraiment sur comment Montréal, en première période, a vraiment densifié l'axe. Et tu le vois, Herbert, il est au milieu. On avait vraiment, et il y a même Waterman ici, une volonté de les empêcher, Tony, tu l'as dit, de casser les premières lignes. Parce que d'habitude, tu te souviens, on en avait parlé lors du précédent match, c'est une équipe qui vient t'aspirer le pressing, qui désolidarise la ligne de pression. Et derrière, il perd fort dans l'axe. Et là, en première période, ils n'ont pas pu le faire, ou très peu, parce que Montréal a bien préparé ça et que dans l'axe, on laissait très peu d'espace. Et je crois qu'on va le voir également sur le second clip. Voilà, on va le voir ici une deuxième fois. Donc, vous voyez, Herberts, on a l'Autouri qui vient également aussi. Donc, on les force à reculer une première fois. On se repositionne. Et ce qui était intéressant, c'est que là, on dirait qu'il y a un espace, mais en fait, il y a Saliba qui vient couvrir derrière. Donc, Saliba qui a fait, pour le coup, et on disait que ce n'était pas un grand début de saison pour lui, il a fait un très bon match. Donc, vraiment, la première période était super intéressante de ce point de vue-là. On ne les a pas laissés jouer comme ils le font d'habitude. Oui. OK. Maintenant, on regarde le troisième clip. Comment Montréal a marqué en utilisant du jeu direct. Ouais, j'en ai parlé hier aussi, mais ce que Montréal fait beaucoup mieux maintenant, c'est de venir jouer de manière un peu plus verticale, un peu plus directe. En 2-3 passes, on peut être devant. Là, on voit, il y a 6 joueurs qui sont éliminés. Et ce qui est intéressant, ce qu'ils ont bien fait hier face à une défense à 3, c'est symbolisé par les flèches, c'est d'attaquer plusieurs couloirs de jeu. Et on le voit, ça va être payant. Alors, le bon travail de Clark qui fait semblant qu'il laisse passer, le très bon travail de Owusu qui fait semblant de contrôler et qui finalement met cette passe décisive. Mais Montréal a fait ce qu'il fallait face à cette équipe, c'est-à-dire ne pas s'embêter à aller construire, forcément parce que c'est difficile face à Columbus. Par contre, on joue très directement sur des transitions, des attaques placées, et on attaque tous les couleurs de jeu. C'est comme ça qu'on se procure cette situation. Oui. Maintenant, on regarde en début de seconde période, après la sortie d'Herbers, il y a un clip qu'on va regarder ensemble. C'est notre clip numéro 4 que tu as préparé. On va retrouver Petrasso axial, Ouais. qui lui va très bien faire la job aussi. Ça, c'est un peu la deuxième phase. Herbert sort, on fait rentrer Pierce qui passe à gauche, on le voit sans ballon, et Petrasso va venir se mettre au milieu de terrain. Ça, c'est bien sans ballon, puisque avec ballon, je ne sais pas si tu as vu Tony hier, mais Petrasso se remettait à gauche et Pierce allait prendre l'aile, donc un peu plus haut. Mais de la 45e à la 56, 57e, parce que je crois que Petrasso sort à ce moment-là, oui. on n'a pas eu de soucis parce qu'on continue à bien bloquer l'axe et c'est après que ça se gâte. Oui, même là, si on peut montrer où est-ce que les buts ont été marqués, le sommaire, on va montrer les substitutions qui ont été faites. Comme vous voyez, à la 29e minute, sur un passe de Owusu, le but de Petrasso, puis c'est comme ça que ça finit la première demi. Ensuite, dans la deuxième demi, c'est Herbert qui sort pour Pierce. 10 minutes plus tard, c'est Petrasso qui sort pour Piet. Et la 63e minute, c'est le but de Jason Russell-Rowe. On va regarder ce but-là de Jason Russell-Rowe, le but de Columbus. Qu'est-ce qui ne va pas pour le CF Montréal? Je pense qu'il y a un manque de communication de partout, puisque ici, d'abord, il va y avoir deux indications contraires. Piet demande une passe à Neil, Neil demande une passe au gardien. Et là, derrière, on a Neil et Waterman qui, tous les deux, vont ralentir leur course parce qu'ils sont persuadés que Sirois est dessus. Donc, c'est un enchaînement de... Alors, il y a la mauvaise passe de Bougaï qui, cependant, fait un bon match gâché par cette passe-là. Mais il y a un enchaînement de mauvaises communications qui entraîne une erreur, mais encore une fois, une erreur bête. Ouais. Mais je pense que Tony, et on va en parler avec l'équipe suivante, c'est parce que Montréal était rentré dans une spirale assez négative. Il n'y avait plus les mêmes automatismes qu'en première période et on commençait à souffrir. Et donc, on se met à faire des erreurs. J'ai mentionné plus tôt ce matin à mon émission de radio à BPM Sport, le forum, du lundi au vendredi, de 9h55 le matin à 11h55 le matin. J'ai dit que, vois-tu, hier soir, après le but de Jason Russell-Rowe, il y en a plusieurs qui sont pris aux réseaux sociaux pour dire que Bougaï, on doit arrêter avec les passes en arrière. Mais à chaque fois que le CF Montréal se fait prendre par une erreur de passer le ballon en arrière, qui font en erreur, puis le résultat, c'est un but, on attend les gens chialer. Par contre, quand l'équipe va bien commencer à bien jouer puis à minimiser les erreurs, les gens vont voir les bénéfices de jouer en arrière parce que
c'est encore là, Kevin, encore une fois, là, passer en arrière, là, c'est pas juste parce que c'est une stratégie. C'est peut-être tes options vers l'avant, il n'y a pas d'ouverture. Donc, tu ne vas pas perdre le ballon, donc tu veux garder la possession du ballon. Ça se peut que tes joueurs en avant ont fait des courses et ils ont besoin de reprendre leur souffle, donc tu donnes un moment. Ça se peut que tu veux essayer de casser des lignes devant toi, mais les lignes sont fermées, donc tu dis, je passe le ballon en arrière, puis on va essayer d'aller de l'autre côté du terrain. Tu dis peut-être, je vais passer en arrière pour que l'autre équipe met la pression sur nous. Ils jettent en avant. On va peut-être sauter en ligne. On va sortir de là. Puis là, on va pouvoir recommencer avec soit une attaque ou un passe. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles, mais j'ai déjà entendu ça la première année de Wilfred Nancy arrêter avec les passes en arrière. La deuxième année, quand le CF Montréal était deuxième dans l'Est, troisième dans la Ligue, plus personne n'a parlé de ça parce que là, tu voyais, il y avait des automatismes, puis les gars commençaient à mieux jouer. L'an passé, en début de saison, avec Laurent Courtois, la même chose. Quand ils ont bien joué dans les derniers 6 ou 7 matchs de la saison, personne n'a parlé de ça. Donc, hier, c'était une erreur, mais patience, un peu de patience. Ça fait partie, de toute façon, les passes en arrière, les passes latérales font partie du football. Tu peux pas construire une occasion, une action, une situation sans ça. Hier, la passe de Bougaï, elle est plutôt logique. C'est le fait que sa passe est manquée et ce qui arrive, et le fait que derrière, il y a un manque de communication de partout. Ni les Waterman pratiquement ralentissent leur course parce qu'ils pensent que Sirois va y être, mais Sirois est trop court. Donc, on peut dire, OK, c'est la faute de la passe, mais hier, c'est la faute peut-être de 4 ou 5 joueurs sur la séquence. Oui, et puis, écoute, au Québec, il y a beaucoup de gens évidemment, qui connaissent ça, le soccer. Mais les gens qui ne suivent pas le soccer au quotidien, les gens qui ne l'ont pas suivi depuis des années, il y en a beaucoup qui ont une mentalité hockey. Là. Donc, pour eux, c'est avant, toujours en avant, toujours en avant. Mais la réalité du soccer, c'est que tu ne changes pas des joueurs à tous les 40 secondes. Il y a des joueurs qui restent sur le terrain 50, 60, 70, 80, puis même tout le match, c'est 90 minutes. Donc, tu ne peux pas toujours aller avant. C'est pas réaliste. Impossible. Clip numéro 6, après l'entrée de Piet, c'est Lotteri qui passe à gauche. Ça, c'est important parce que Saliba lui a dit, Piet, pardon, lui a dit à Lotteri, il faut que tu prennes la position d'Herberts. Et Herberts, Tony, il alterne entre la gauche et une position centrale. Et on va voir qu'à partir de l'entrée de Lotteri, on a un problème parce que Lotteri ne maîtrise pas ce poste et ce rôle-là. Il ne sait pas faire ce que Herberts fait très bien en première période. Oui. Et on a vu sur cette séquence, on va le voir sur une seconde et puis sur une troisième, qu'on a eu des espaces terribles qui se sont ouverts au milieu de terrain. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Montréal finit par repasser à 5 derrière à la fin du match. Je ne sais plus quel est le changement, mais on passe à 3 en défense à un moment donné, avec Craig, justement. Donc, on a eu des gros problèmes et on va le voir sur les autres séquences. On a une seconde séquence ici. Tu vois, c'est la même chose. Hein. Piet est un peu monté. Lotteri est très, très, très haut là-bas sur une séquence où finalement, il doit commencer à venir se réaxer un petit peu. Saliba peut aussi. Mais il y a eu énormément d'espace. Et la séquence, Tony, la plus marquante sur le fait que Lotteri soit perdu hier sur la dernière demi-heure, c'est celle qu'on va voir. Je l'ai analysé. Il y a beaucoup d'arrêts. On va tout comprendre. Ici, Waterman, il dit à Lotteri, il faut que tu ailles sur la gauche. Lotteri, il n'y va pas. Waterman y va. À ce moment-là, la position de Lotteri, Tony, elle ne sert plus à rien. Ici, il est inutile. Complètement inutile, il ne sert à rien. Et ce qui va se passer juste là, ce qu'on attendait logiquement, c'est que Waterman a quitté sa position, Lotteri doit venir compenser. Et il ne le fait pas. Et on se retrouve avec une passe où Waterman pensait que Lotteri y serait. Ouais. Et regarde, cette situation, cette réaction, elle s'explique parce que logiquement, le mouvement, il était OK. Tu es sorti de ta position, je te remplace. Toute cette séquence-là, elle explique le fait que la dernière demi-heure hier a été très, très compliquée par rapport à la position de Lotteri qui était complètement perdue. Je vais aller d'un commentaire. Je vais essayer de bien choisir mes mots, là, parce que, écoute, là, c'est un gentleman, il n'a jamais fait mal à personne. Là. Mais à chaque fois que il y a soit une erreur d'un joueur ou
une erreur dans la prise de décision. Puis très souvent, après le début marqué. Waterman est souvent en train de blâmer des autres. Là. Moi, je dis à Waterman, là, tu fais ta part d'erreur aussi dans un match de soccer. Là. Si à tous les fois que tu fais une erreur, tes coéquipiers vont agir de la même façon et te blâmer toi aussi, tu vas voir là, que tu ne vas pas trouver ça agréable. Il va falloir qu'il arrête parce qu'hier, il a fait un geste, une prise de décision stupide. Oui, j'aurais pu la mettre aussi. OK? Une prise de décision stupide où est-ce qu'il y a un ballon qui peut être arrivé trop haut pour lui. Malheureusement, il ne pouvait pas l'attraper parce qu'il ne fait pas 9 pieds d'eau. Et au lieu de le faire sortir pour que ce soit une remise en touche pour l'autre équipe, il lève son pied presque à la hauteur de sa tête pour essayer de trouver une façon d'arrêter le ballon, mais le ballon arrête, puis ça va en avant de lui, au pied d'un joueur de Columbus qui ont eu toute une chance de marquer, qui l'ont raté, ça aurait pu facilement être un but. Et la prise de décision, la sélection de jeu de Waterman était tellement stupide que même l'insider par excellence de la MLS, Tom Bogart de l'Athletic, il a écrit un tweet pour dire point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, avec le vidéo en question pour dire mais qu'est-ce qu'il fait là? Donc, il est un bon joueur dans le vestiaire. C'est un gars qui apprend à tous les jours. C'est un bon défenseur, pas plus. Son langage corporel est toujours en train de blâmer quelqu'un sur le terrain. Ça doit arrêter. Il fait pas un bon début de saison et moi, il fait partie des joueurs sur lesquels j'en attends beaucoup mieux parce que ça doit être un cadre de cette équipe. Un cadre, pas que dans le vestiaire, un cadre aussi sur le terrain. Je suis peut-être moins choqué par son langage corporel que par celui de Owusu, qui pour moi est bien plus problématique dans sa manière de réagir vis-à-vis des autres. Hier, c'est vrai que Waterman l'a été. Dans le cas présent, je pense que je le comprends parce que sur la séquence, l'Autori fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Et quand Waterman essaye de compenser, l'Autori ne vient pas le remplacer. Oui, je comprends aussi. Là. Mais je suis d'accord avec ton intervention sur le fait qu'on peut se poser des questions, on peut être un peu gêné par son langage corporel. Sur cette séquence-là, moi, ce qui me gêne, c'est que, et finalement, qui est-ce qui sort au milieu de terrain à la fin? C'est Saliba qui cède sa place. Oui. J'ai du mal à comprendre. Alors peut-être que aussi, et j'ai du mal à comprendre, attention, je me mets à la place du coach, on veut faire tourner aussi. En passant, j'ai aimé le match de Saliba hier. Mais c'est pour ça. En repli défensif, là, il a joué un de ses meilleurs matchs défensifs depuis un bon bout de temps, selon moi. Là. Il a joué un de ses meilleurs matchs tout court depuis le début de la saison, je pense, mais tu as raison, en repli défensif. D'ailleurs, l'action dont tu parles avec Waterman, c'est lui qui revient. C'est lui qui bloque la ligne de tir, oui. C'est lui qui bloque le tir. Ben, oui. Donc, le choix de ne pas faire sortir l'Autori et de faire sortir Saliba plus tôt, je pense que ça nous met en difficulté hier parce que Saliba aurait pu peut-être faire ce travail-là. L'Autori était complètement perdu et d'ailleurs, j'ai regardé quand Piet rentre, il y a vraiment 30 secondes où Piet explique à l'Autori où est-ce qu'il doit aller. L'Autori se retourne, lui a l'air de lui demander mais pourquoi, qu'est-ce que je dois faire? Il y avait une incompréhension qui coûte un peu cher sur la dernière demi-heure. Et c'est très chanceux, très très chanceux de prendre. En passant sur le dernier clip qu'on vient de voir que tu as montré, c'est une mauvaise finition de Jason Russell Rowe. Là. Ça, ce ballon-là, ça doit être placé coin éloigné par terre. C'est comme il faut que tu dises dans la boîte, de là, il faut que tu essaies de faire un passe forte dans le coin éloigné par terre. Et non de soulever le ballon comment il a fait. Là, parce que si lui essaie de passer le ballon très fort par terre dans le coin extérieur, c'est une victoire de 2-1 pour Columbus hier. Mais c'était pour moi une équipe, un match en deux demi. Hein, Kevin, première demi CF Montréal, deuxième demi Columbus. Puis c'est ça. Columbus aurait pu gagner ce match-là, mais le CF Montréal, ils n'ont rien volé avec leur match nul de 1. Puis honnêtement,
même s'il y en a beaucoup qui étaient déçus hier parce que tu as une équipe qui joue à la maison, qui se sont défendus toute la deuxième demi, qui voulaient vraiment essayer de fermer le match. Un match nul contre Columbus, moi, je le prendrais. Je pense que hier, il peut y avoir 2 réactions du côté des 2 coachs. Wilfried Nancy doit être très frustré parce que c'est un match que Columbus pouvait et devait gagner et ils n'ont pas joué assez bien pour le faire. De l'autre côté, il y a Donadel qui doit se dire c'est un bon point. C'est un bon point parce que tactiquement, en première période, on a respecté ce qu'on voulait faire. C'est difficile de produire du jeu face à Columbus. On a une part de réussite en seconde période qui est nécessaire dans le football. C'était pas une bonne deuxième période, mais ça suffit. C'est un bon point. Il y a un match à gagner contre Toronto qui... Je préfère faire nul contre Columbus et gagner contre Toronto. Alors, au-delà de toute considération de rivalité, mais Toronto, c'est prenable. Il faut battre Toronto. Ouais. Un Caden Clark méconnu, là, qui j'ai pas aimé du tout. Là. Je sais pas. Il a fait un bon jeu sur le premier but là, quand il a ouvert ses jambes, il a laissé le ballon passer entre ses jambes pour Aosu, qui, Aosu, honnêtement, là, c'est une belle touche de classe qu'il a faite avec son talon du pied droit. Il y en a plusieurs qui pensaient qu'il ne pouvait pas faire ça, donc bravo Aosu. Il faut dire aussi quand il fait un bon geste, là, ça a été un bon geste de lui. Mais Caden Clark, à part faire passer le ballon entre ses jambes là, en première demi, là, le joueur, je trouve, il est méconnaissable. Là. Ouais, je sais pas sur hier, je suis d'accord avec toi. Techniquement, c'est loin de ce qu'on connaît de lui. Je lui ai pas trouvé un match horrible parce qu'il a beaucoup tenté. Je l'ai vu énormément courir hier. Je l'ai vu faire des courses importantes. Je suis pas aussi sévère. J'en ai discuté déjà sur X, sur Twitter. Pour moi, le match de Silly me dérange beaucoup plus hier parce que je l'ai trouvé encore pas très bon dans le dernier geste. Il apporte beaucoup de percussions, etc. Beaucoup de courses, mais c'est pas les bons choix. Et je pense que hier, je les mets à peu près sur un même niveau. On n'a pas été très bon offensivement, quoi qu'il en soit. Kevin, prochain match CF Montréal, puis encore une fois, la raison pour laquelle Vrioni n'est pas rentré dans le match, puis Piet n'était pas partant, c'est parce que le CF Montréal, ils ont joué samedi soir à New York contre New York City FC. Ça a été une victoire de 1-0. Le match hier soir contre Columbus, c'était le match samedi après-midi au Stade Saputo contre Toronto FC. Et là, quelques jours plus tard, le mardi soir, ils vont être à Hamilton, où est-ce qu'ils vont jouer contre Forge FC dans le championnat canadien. Donc, bon match samedi, puis on va se parler la semaine prochaine, mon chum. Bon match, Tony. Merci, bye-bye. Pour tous ceux qui ont regardé, merci beaucoup et écouté, merci beaucoup. Encore une fois, vous pouvez vous inscrire à notre chaîne YouTube, SIC Podcast, CF Montréal. C'est complètement gratuit. Puis merci beaucoup à nos commanditaires Énergie Transport, l'Abitibi et le Playground. Merci. Pour Shane Gaumont, à la mise en onde, je suis Tony Marinaro. On se parle la semaine prochaine. And that's a wrap. Hope you don't miss us too much until next time. Follow the SIC Podcast, CF Montreal Talk on YouTube, Instagram, Facebook, Google Play, and Apple Podcasts.